Dernière information stupéfiante. Le docteur Krombacher lui-même était présent lors de l'autopsie de Kalinka. André Bamberski n'en revient pas. Que faisait-il là? De quel droit se trouvait-il présent lors de l'autopsie de sa belle-fille? Et pourquoi tenait-il tant à y assister? Krombacher avait pu influencer la rédaction du rapport d'autopsie. Et le père de Kalinka a raison de se rebeller, car c'est absolument contraire aux règles de procédure judiciaire. Témoin et beau-père de la victime, Dieter Krombacher n'aurait jamais dû assister à l'autopsie. Pour le père de Kalinka, tous ces éléments ne font que renforcer sa conviction. Le médecin allemand devient suspect. Désormais, André Bamberski n'aura de cesse de poursuivre celui qui, à ses yeux, aurait tué Kalinka. L'homme se lance dans sa croisade solitaire qui va durer près de 30 ans. Son arme, le code pénal. Son objectif, traquer la moindre faille dans le dossier judiciaire. Sa cible, Krombacher. Tribunal de Kempten, en Bavière, à une 50aine de kilomètres de Lindau. C'est ici qu'André Bamberski décide de réclamer justice dès l'automne 1982. Après un mois d'attente, il obtient que des analyses complémentaires soient pratiquées. Elles doivent notamment permettre d'identifier le produit qui a été injecté à Kalinka. Une enquête scientifique essentielle menée par les toxicologues. Car on a retrouvé dans les plis d'un bras et dans les jambes de l'adolescente de multiples traces de piqûres. Des injections que le docteur Krombacher explique de plusieurs façons. D'abord, il s'agissait de faire bronzer Kalinka. Ensuite, de lui injecter des remontants, car elle était fatiguée. Le matin, le médecin prétend aussi avoir piqué à plusieurs reprises Kalinka pour la réanimer, alors que son teint était bleuâtre, signe de la rigidité cadavérique. Question: si le médecin a constaté la mort, pourquoi alors avoir infligé des piqûres à un cadavre? À cette interrogation, les scientifiques allemands répondent: la tentative de réanimation de Kalinka était grotesque. Pour le reste, personne ne sait les causes de la mort. En 1983, c'est le premier coup de théâtre. Faute de preuves, la justice allemande décide de classer l'affaire. Le décès de Kalinka reste une énigme. La justice allemande ne veut rien faire. Ce sera à Paris, en France, qu'André Bamberski dépose plainte. Il se rend aussitôt chez Maître François Gibault, l'un des pénalistes les plus réputés de la capitale. Ensemble, ils décident de contre-attaquer. Nous avons donc déposé plainte, si ma mémoire est bonne, au début 84, c'est-à-dire en gros 18 mois après les faits, quand M. Bamberski a bien compris que les autorités allemandes ne feront pas le nécessaire. Mais en novembre 84, Dieter Krombacher, qui se déclare innocent, refuse de se présenter à la convocation du juge d'instruction français chargé du dossier. Qu'à cela ne tienne, s'il ne veut pas venir en France, le juge propose de se rendre en Allemagne. Mais mauvaise surprise, l'année suivante, le parquet allemand le lui interdit. C'est la seconde fois que la justice outre-Rhin prend une décision totalement incompréhensible dans ce dossier. Il bénéficie incontestablement de protection. Krombacher serait-il vraiment protégé? Mais par qui? Et pourquoi? À l'époque, ce n'est encore qu'un soupçon et il n'y a aucune preuve. En attendant de pouvoir entendre le principal suspect, la justice française ordonne l'exhumation du corps de Kalinka. Pour les enquêteurs, il faut reprendre le dossier à zéro et faire de nouvelles analyses. Et lors de cette exhumation, les experts vont faire une incroyable découverte. Donc l'exhumation s'est faite ici au cimetière de Pechbusc, l'exhumation du corps de Kalinka en début décembre 85. Son cercueil a été extrait de son caveau, posé ici sur des tréteaux. Et immédiatement après l'ouverture, tout le monde a constaté que, contrairement à ce qui figurait dans le dossier allemand, les parties génitales internes et externes de Kalinka n'avaient pas été remises avec le corps.
Dans le cimetière, c'est la stupéfaction. Pourquoi ces parties génitales n'ont-elles pas été remises avec le corps? Les services allemands seraient-ils incompétents à ce point? Ou s'agirait-il d'une volonté d'effacer à jamais toute trace de crime? Pour le camp Bamberski, c'est sûr, il s'agit d'une entrave délibérée à la justice. La constatation de la disparition de ces parties génitales, pour moi, était la confirmation que l'autopsie allemande avait été prescrite volontairement pour prélever et faire disparaître toutes les preuves du viol commis par Krombach. Les organes génitaux de la jeune fille avaient été prélevés et mis en sûreté au greffe du tribunal et ils n'ont jamais été examinés par des médecins légistes allemands, comme c'était évidemment évident, nécessaire. Et ils n'ont pas pu être examinés par les légistes français ensuite à Toulouse, puisque, une fois encore, ce dont je me suis plaint à de multiples reprises, eh bien, les organes génitaux, qui étaient pourtant des scellés judiciaires, avaient disparu du tribunal, comme par hasard. Effectivement, les scellés des organes génitaux de Kalinka ne seront pas retrouvés. On ne pourra jamais prouver si oui ou non Kalinka a été sexuellement abusée. Pourtant, l'enquête française avance, car l'hypothèse du meurtre, elle, peut encore être vérifiée. Or, les médecins légistes qui examinent le corps exhumé de Kalinka retrouvent des traces de nourriture dans ses poumons. Cela signifie qu'il y a eu régurgitation au moment du décès. Autrement dit, c'est la preuve formelle que Kalinka est morte violemment. Alors pourquoi les experts allemands n'ont-ils pas mentionné cette information primordiale dans leur rapport? Pour répondre à cette question, nous avons tenté en vain de rencontrer les principaux protagonistes de cette affaire. Je vous appelle au nom d'une équipe de télévision française qui est actuellement à Munich et qui enquête sur l'affaire Krombach. Enquêteurs, procureurs, médecins, ils ont tous refusé de nous recevoir. À l'exception de cet homme, que nous avons filmé en caméra cachée. C'est l'un des légistes qui a pratiqué la première autopsie de Kalinka en présence de Dieter Krombach. Persuadé que nous ne le filmons pas, il nous fait alors une révélation capitale. À l'époque, son analyse toxicologique semblait indiquer que Dieter Krombach aurait injecté à Kalinka un produit bien plus dangereux que le docteur ne l'a affirmé. L'isoptine, ou verapamine en français, est un médicament qu'on peut utiliser pour se suicider. C'est donc un médicament qui, à haute dose, est extrêmement dangereux. Il y a des cas de gens qui se sont suicidés au verapamine. Ce n'est pas quelque chose de courant, mais il y a eu des cas. C'est pour ça que je peux dire avec certitude que l'isoptine est un médicament qui est très dangereux. Un avis scientifique qui fragilise la version de Dieter Krombach, le médecin allemand qui a toujours prétendu avoir tout fait médicalement pour sauver sa belle-fille le matin même. Dieter Krombach aurait-il délibérément injecté un produit potentiellement mortel à sa belle-fille? Une personne pourrait bien savoir ce qui s'est passé, mais elle n'a jamais accusé le médecin. Cette femme, c'est Danielle, la mère de Kalinka, qui depuis le début de l'affaire se tait. Divorcée, elle a choisi de refaire sa vie en France. Elle réside ici. Moi, je veux plus rien avoir à faire avec les journalistes. J'ai été piégée une fois, c'est fini. Hein. Face à toutes ces interrogations, le père de Kalinka avance ses propres réponses. Il a échafaudé un scénario de la mort de sa fille. Selon André Bamberski, voici comment les faits se seraient déroulés la nuit du drame. Après s'être couché, Kalinka se serait réveillée pour aller boire un verre d'eau à la cuisine. C'est l'été, il fait chaud, et l'adolescente, dans la version envisagée par son père, est probablement en petite tenue. Cette nuit-là, Kalinka aurait croisé le docteur Krombach souffrant. L'adolescente, qui n'arrivait pas à dormir, aurait réclamé un somnifère que son beau-père lui aurait donné. Comment a-t-elle réagi après la prise de ce tranquillisant ? Le docteur a-t-il voulu endormir sa belle-fille en lui injectant un produit anesthésiant pour ensuite abuser d'elle dans sa chambre?
A-t-il surtout le lendemain matin, lors de la réanimation, pratiqué de nouvelles injections afin de masquer une piqûre mortelle réalisée la veille? Seule certitude, le premier rapport d'expertise allemand évoque la probabilité d'une agression sexuelle de Kalinka. Quant aux experts français, ils ont trouvé l'explication de la disparition de l'adolescente en pleine nuit. C'est un choc cardiovasculaire consécutif à l'administration d'un produit mortel qui a provoqué le décès. Une déficience cardiaque. Malgré l'impossibilité de prouver le viol, André Bamberski s'accroche à son hypothèse. Un empoisonnement par un pervers sexuel. Pour moi, il l'a violée et ensuite lui a fait cette piqûre intraveineuse parce que, bon, évidemment, il s'est rendu compte de l'atrocité de ce qu'il avait fait. Et donc, un petit peu pour se couvrir, donc il lui a fait cette piqûre intraveineuse qui a provoqué un choc chez Kalinka, la regurgitation de sa nourriture et sa mort par asphyxie. Le 8 avril 1993, la justice française estime qu'il existe assez de présomptions contre Dieter Krombacher. Il est mis en examen pour homicide volontaire. Puisque le suspect clame son innocence et qu'il refuse de se présenter en France, il doit être jugé par contumace le 1er mars 1995. Mais lorsqu'André Bamberski et son avocat se présentent à l'audience, une très mauvaise surprise les attend. La session de la cour d'assises pour juger Krombacher doit s'ouvrir à 16 h. J'arrive au palais de justice vers 15h30. La salle d'audience de la cour d'assises était ouverte, mais il n'y avait personne, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Je m'assois sur un banc dans le couloir. Je vois 3 personnes qui montent l'escalier et qui frappent à la porte donc, du secrétariat de la cour d'assises. Quand j'arrive à l'audience, eh bien, on m'apprend que le président est justement en conférence actuellement avec un haut représentant de l'ambassade d'Allemagne et les avocats du docteur Krombacher. Chose incroyable, l'ambassade d'Allemagne est intervenue directement pour obtenir le renvoi du procès. Le procédé est totalement contraire au droit français. Maître Gibault était vraiment furieux, très en colère, en disant « Mais le président de la cour d'assises est en train de recevoir l'ambassadeur d'Allemagne à Paris avec l'avocat allemand et l'avocat français de Krombacher et il refuse que je participe en tant que partie civile à cet entretien. » Quand ces personnes sont sorties du bureau du président, j'ai été reçu à mon tour. Et alors là, ma surprise a été totale, car le président m'a dit que une remise lui avait été demandée, un renvoi de l'affaire lui avait été demandé et qu'il l'avait accordé. Alors bien entendu, je me suis insurgé contre cette manière de faire, qui était à mes yeux illégale. Je lui ai dit très vertement ce que j'en pensais. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise, qu'il avait agi, si vous voulez, hors la loi, hein, contre tous les principes. Il m'a dit, est-ce qu'alors, étant donné que j'ai accordé le renvoi, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fixe l'audience dans 8 jours plus tard? Et bien entendu, j'ai été d'accord pour que le président n'ait pas à se désavouer vis-à-vis de l'ambassadeur d'Allemagne et vis-à-vis des avocats du docteur Krombacher. La colère de Maître Gibault a permis d'éviter l'ajournement pur et simple du procès, qui s'ouvre finalement une semaine plus tard, le 8 mars 1995. Dieter Krombacher est reconnu coupable de la mort de Kalinka. L'homme écope de 15 ans de prison, un verdict qui révolte profondément le père de la jeune victime. Krombacher est condamné non pas pour meurtre à perpétuité, mais seulement à 15 ans. Alors pour moi, là, ça a été comme si Kalinka était morte une seconde fois. Autre question troublante, pourquoi Dieter Krombacher est-il condamné pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, alors que certaines analyses semblent indiquer qu'il pourrait s'agir d'un meurtrier?